Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Une nouvelle année vient de commencer, succédant à 2018 qui a vu un essor incroyable des luttes pour la justice sociale. Tandis que les échos du mouvement MeToo ont continué de résonner au fil des mois, la communauté LGBT+ luttait plus que jamais pour la reconnaissance de ses droits et les personnes racisées ont enfin commencé, au cinéma, à occuper les premiers rôles qu'ils n'auraient jamais dû avoir à mériter. La différence ne cherche désormais plus à être normalisée, elle veut occuper le devant de la scène et surtout être encensée. Et historiquement, il y a un terme qui a pu regrouper toutes ces personnes, un terme autrefois dégradant, mais désormais incroyablement fédérateur. Freak, un mot bâtard qui veut à la fois tout et rien dire. Expression anglaise signifiant littéralement « monstre humain », c'est une personne avec une particularité que les autres ont tendance à rejeter, quelqu'un qui ne rentre pas dans la norme, que ce soit pour votre apparence physique, votre orientation ou identité sexuelle, votre couleur de peau ou vos goûts personnels, tout le monde peut se retrouver affublé de ce qualificatif. Ce qui compte, ce sont les notions de rejet et d'injustice liées à cette différenciation. Mais plus qu'un symbole de la contre-culture, le terme freak désignait dès le milieu du 19e siècle les êtres humains dotés de malformations physiques, dont les plus spectaculaires étaient exposés comme phénomènes dans des foires ou des cirques, avec le lot de mauvais traitements et d'humiliations que ce type d'exploitation laisse supposer. Le sort de ces personnes a déjà été traité au cinéma, avec la monstrueuse parade de Todd Browning en 1932, ou le destin de John Merrick dans le Elephant Man de David Lynch en 1980, en passant par la télévision avec la 4e saison de la série American Horror Story. Et plus récemment encore, les freak shows ont fait l'objet d'un film sorti le jour de Noël 2017, The Greatest Showman. Projet lancé en 2009, The Greatest Showman est une très libre adaptation de la vie de Phineas Taylor Barnum, homme d'affaires américain qui finit par fonder le cirque Barnum et Bailey, véritable institution américaine se vantant de présenter le plus grand spectacle du monde, jusqu'à sa fermeture en mai 2017 après 146 ans d'activité. Avec un Hugh Jackman au sommet de sa forme, le film montre le parcours de Barnum pendant la création de son spectacle mettant en scène des personnes au physique et au talent hors du commun. Malgré un succès public avec 435 millions de dollars au box-office, l'accueil critique a été plus que mitigé, beaucoup le jugeant trop simpliste dans son fond et trop grossier ou tape à l'œil dans sa forme. Et si, comme vous allez le voir, j'ai tendance à être beaucoup plus virulente sur le premier point, je suis en revanche plus indulgente par rapport au deuxième. Les atouts de cette comédie musicale sont tout d'abord son réalisateur, l'Australien Michael Gracey, spécialisé dans la création de clips vidéo et donc sachant parfaitement dynamiser les séquences musicales. La séquence The Other Side est d'ailleurs un parfait exemple du talent de metteur en scène de Gracey. D'ailleurs, l'acteur qui joue le barman s'appelle Daniel Cloud Lampos, je l'adore, c'est le meilleur personnage du film et je veux rien entendre. 15, I do 8, 12, maybe 9, 10. La caméra de Gracey se met au service des compositions du duo Ben Passé et Justin Paul, oscarisés pour la chanson City of Stars tirée de la bande originale de La La Land. Si certaines chansons se démarquent, comme Tightrope, d'autres sont affaiblies par un effet miroir, où le refrain sert de réponse entre deux personnages, mais juste en changeant 2-3 mots. No one can rewrite the stars. How can we say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When no one tells us we're getting
Cependant, le reproche qu'on fait le plus souvent au film est de romancer totalement la vie de son personnage principal, P.T. Barnum, que ce soit au niveau de sa vie de famille ou de ses différents projets. Ce qui n'est, sur le principe, ni un défaut, ni une erreur. C'est une simple convention à passer. Beaucoup de films ne respectent pas à la lettre la véracité historique, et si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, techniquement, ce n'est pas la faute du film. À moins que le problème vienne de Barnum lui-même. Ce dernier a longtemps travaillé dans le domaine des freak shows, participant à l'exploitation de personnes rejetées par la société et vulnérables, tant physiquement que mentalement. En plus de ça, il a souvent présenté de faux numéros, comme la célèbre sirène des Fidji, qui était en fait un torse de singe cousu à une queue de poisson. Tout cela a ancré dans l'imaginaire collectif son statut de prince des charlatans. Le Barnum incarné par Jack Mann est montré comme un doux rêveur, pétri de justice et bon père de famille, mais l'intention du scénario est mise à mal par ce qui est montré à l'écran. Barnum apparaît en fait comme quelqu'un d'obsédé par l'ascension sociale, au détriment de sa femme, jouée par Michelle Williams, qui passe tout le film à lui dire qu'ils n'ont besoin ni d'être riches, ni de faire partie de l'élite. C'est pas la vie que je t'avais promise. Pourtant, j'ai tout ce que je désire. Finn, elle est magnifique, mais tu n'avais pas à nous acheter une maison. Si la haute société new-yorkaise ne nous acceptera jamais, pour ça, ces idiots devraient arrêter de juger pour faire quelque chose de leur vie. Il ne s'agit pas de moi. Ce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Si P.T. Barnum semble un sujet idéal pour un film grand public américain, c'est parce qu'il se veut une parfaite incarnation du rêve américain. Cette idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis peut, par son travail, son courage et sa détermination, prospérer. C'est aussi un exemple de self-made man qui part du bas de l'échelle sociale et qui en gravit les échelons par ses seuls moyens, ici en fondant carrément le show business et en créant l'un des plus grands cirques du monde. Mais Barnum, en tant que sujet, trouve aussi une résonance dans un des thèmes du film, parfaitement illustré par cet échange avec le journaliste James Bennett, joué par Paul Sparks. Cela ne vous dérange pas que tout ce que vous vendiez soit faux ? Ces sourires vous semblent faux. Peu importe ce qui la provoque, la joie est réelle. The Greatest Showman se vend lui-même comme un divertissement léger et universel sans réelle prétention intellectuelle. Les scénaristes ont ainsi eu l'air d'anticiper les critiques de superficialité qui n'ont pas manqué de fuser au moment de la sortie. C'est d'ailleurs l'intérêt principal du personnage de la cantatrice Jenny Lind, jouée par Rebecca Ferguson et à qui la chanteuse Lauren Alred a prêté sa voix. Après l'avoir rencontrée en Angleterre, Barnum propose à Lind une tournée en Amérique. La chanteuse est acclamée par le public, mais surtout par les critiques, ce qui n'était jamais arrivé avec ses freak shows. Il décide donc de se concentrer sur ce nouveau contrat, délaissant son cirque et tous ceux qui travaillent pour lui. On peut donc y voir une métaphore du film dont les créateurs ont préféré faire une œuvre peut-être facile et tape à l'œil, mais au moins sincère, plutôt qu'un projet plus recherché, mais en risquant de perdre de cette sincérité. La chanson d'ouverture peut même être comprise comme une défense d'un certain type de cinéma. Cet aspect nostalgique est porté par la mise en scène de certains numéros qui rappellent l'âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes entre les années 40 et 60. Moralité, tout ça, ce n'est que du vent. Parce que tout ce que je viens de dire n'est absolument pas la raison d'être de ce film. Et c'est là que se pose le vrai problème. J'ai commencé à m'intéresser au film après avoir vu les bandes annonces au cinéma en septembre 2017. J'ai regardé tous les spots pubs, les interviews, j'ai saigné la bande originale au point de connaître la plupart des chansons par cœur avant même d'aller voir le film. Et rétrospectivement, je me rends compte que cette dimension d'amour du cinéma populaire et des vieilles comédies musicales n'est jamais mise en avant ni même mentionnée. Ou en tout cas, la promotion ne s'est pas appuyée dessus. Et c'est normal. Vous vous souvenez du numéro qui succède à celui de Jenny Lind ? I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. Dans chaque comédie musicale, il y a une chanson emblématique qui va porter tout le film. Et dans The Greatest Showman, cette chanson, c'est sans conteste This Is Me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Un hommage à tous ceux qui se sentent rejetés à cause de leurs différences. Féminisme, antiracisme, lutte des droits de la communauté LGBT+, des droits des personnes handicapées, tous ces combats peuvent trouver un écho dans ces paroles.
Ce n'est pas pour rien que ce soit la chanson nommée aux Oscars. The Greatest Showman se veut un plaidoyer pour l'égalité contre l'injustice. Et le film, c'est complètement planté. On ne se concentre sur le cas des Freaks que pendant environ 50 minutes sur 105 de film au total. Le reste est consacré à Barnum et à ses relations avec sa famille. D'ailleurs, le fait que le film se finisse sur Barnum n'est pas anodin. Ce n'est pas un film sur un escroc qui apprend à respecter le genre humain, et plus spécialement ceux dont il s'est servi, ces derniers ne servant finalement que de décor à son parcours. C'est un film sur l'ambition et le besoin d'éviter de la privilégier par rapport à sa propre famille. Et c'est un schéma qu'on a vu, et revu, 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 et revu. Vous voulez la preuve ultime que le film se fout complètement de la diversité ? Le cirque de Barnum compte à peu près une 30aine d'artistes. De combien connaissez-vous les noms ? Allez, je vais être sympa, on va dire 3. Letty, Anne, Charles. Et qu'est-ce qu'on sait de ces personnages ? Non, sérieusement, en dehors de leur physique et de leurs numéros, qu'est-ce qu'on sait de leur passé, de leurs ambitions ou de leurs états d'âme ? Rien. En 1 heure de film, on n'apprend rien sur ces personnages qui sont tout de même centraux à l'intrigue. Dites-moi les producteurs, vous avez fait en sorte que le film fasse moins d'1h50 pour faire plaisir aux distributeurs. Très bien. Mais du coup, vous avez viré 20 minutes de développement de personnages. C'est ballot quand même. Barnum reste quand même un homme qui s'est fait du fric en exploitant une minorité opprimée devant un public en mal de sensations fortes. Mais au moins le film reste cohérent sur ce point vu qu'il fait exactement la même chose. Les seuls personnages un tant soit peu développés sont les blancs. Non, je ne déconne pas, les seuls qui ont un background un tout petit peu développé et un minimum d'évolution sont blancs et en plus correspondent totalement au canon de beauté instauré arbitrairement par Hollywood. Barnum dans la vraie vie ? Hugh Jackman. Et ne croyez pas qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Prenez Jenny Lind, qui dans la vraie vie a arrêté sa tournée américaine car, épuisée par 93 concerts d'affilée, elle ne supportait plus l'exploitation médiatique à laquelle Barnum la soumettait. Et dans le film, elle arrête parce qu'elle tombe amoureuse de Barnum et que lui, non. Ouch. En plus, la scène qui reprend la chanson de Greatest Show vers la fin montre Barnum céder sa place à son jeune associé, joué par Zac Efron. Ça se veut comme une scène de transmission de valeurs humanistes de l'ancienne génération à la nouvelle, prête à apprendre des avancées mais aussi des erreurs de ses aînés, mais par rapport à tout ce qu'on a vu avant dans le film, ça ressemble à une passation d'une position de domination entre deux hommes blancs, donc les plus avantagés par les inégalités sociales. Il y a bien de rares moments où le film a l'air de prendre conscience de son sujet. Vous voulez que les gens se moquent de moi? Les gens se moquent déjà, mon garçon. Au moins là, ils vous paieront pour le faire. Pourquoi nous ne sommes pas que de billes? Nous sommes là pour divertir. Pourtant, vous ne portez pas de costume de scène. Pourquoi leur opinion vous importerait? Ce ne sont pas qu'eux. Personne ne vous a méprisé du regard comme vos parents m'ont méprisé moi. Comme tout le monde nous regarderait, nous. Cette dernière ligne de dialogue est d'ailleurs intéressante. Le jeune dramaturge Philip Carlyle, associé de Barnum, tombe amoureux de la trapéziste Anne Wheeler, jouée par Zendaya. La jeune femme étant noire, leur couple souffre d'hostilité et d'intolérance de la part de la société américaine de la fin du 19e siècle. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est la merde, l'action du film se situe dans les années 1870 et la guerre de sécession, qui a notamment permis l'abolition de l'esclavage, s'est terminée en 1865. Dans ce contexte, cette phrase d'Anna montre que malgré son amour et son empathie, Philippe ne pourra jamais partager son humiliation et que ce sera toujours elle qui souffrira le plus du rejet de leur histoire d'amour. C'est dommage de régler ça avec « Mais on s'aime et l'amour peut vaincre tous les obstacles !» Les gars, j'ai un tatouage Disney sur le sein et même pour moi, c'est beaucoup trop cucu. Le casting même de Zendaya présente un problème. Au cinéma, les acteurs et actrices noirs américains sont cantonnés à un nombre très restreint de rôles. Et ceux qui s'en sortent le mieux ont en général la peau la plus claire possible. En tout cas, ce phénomène appelé le colorisme touche beaucoup les actrices. Et qu'ils le veuillent ou non, The Greatest Showman s'inscrit dans la continuité de cette injustice. Mais je ne prétends pas que l'on soit en position de donner la moindre leçon sur le sujet aux Américains, la France étant elle-même très douée en colorisme. Ce qui ne remet absolument pas en cause le talent de Zendaya. Parce que croyez-moi, faut être une sacrée actrice pour réussir à résumer tout le dilemme de son personnage en 5 secondes. Mais voilà,
on se retrouve quand même avec un film incapable de relier sa forme et son fond. Prenez cette scène par exemple. Barnum a délaissé son cirque en trahissant tous ceux dont il s'est servi et qui lui avaient fait confiance. Il s'est fait larguer par sa femme parce qu'il est quand même très con. Et c'est lui qui se fait consoler. Et par ceux qu'il a trahis en plus. Si ça c'est pas du foutage de gueule. Montrer des gens de tous les genres sur scène comme vous, de toutes les couleurs, de toutes les formes et les tailles, prétendant qu'ils sont égaux. Je crois qu'un autre critique aurait pu appeler ça une célébration de l'humanité. Mais ferme ta gueule, toi! Et le pire, c'est que je le déteste pas ce film. Je connais toutes les chansons par cœur, j'aime certaines parties de la mise en scène et je trouve le plaisir évident des acteurs à raconter cette histoire hyper communicatif. Lors d'une réunion avec les financeurs, l'équipe avait une dernière chance de les convaincre en présentant notamment les chansons. Malheureusement, Hugh Jackman ayant été opéré d'une tumeur dans le nez, les médecins lui avaient interdit de chanter. Eh ben le type, il s'en est battu les steaks, a chanté et fait le show au point de faire sauter ses points de suture. Et moi, une passion pareille, j'ai envie de la respecter. Et je l'ai même partagée. Jusqu'à un certain point. Les critiques qui se sont attaquées à la superficialité du film ont eu le défaut de ne pas aller assez loin. The Greatest Showman est mauvais car il prétend prôner la diversité tout en reproduisant les schémas qui nous ont empêchés d'avoir cette diversité dans l'industrie et qui en ont fermé les portes à énormément de monde. C'est une plantade comme j'en ai rarement vu. Ce film fait tout le contraire de ce qu'il prêche. Ça montre bien que si on ne déconstruit pas la question des inégalités et des privilèges, eh bien même avec beaucoup de sincérité, on finit par dire sincèrement de la merde. Et les privilèges, je peux vous en parler. Bien qu'étant une femme, rien qu'en étant blanche, hétérosexuelle, cisgenre et n'ayant aucun trouble mental ni physique, je suis plus chanceuse que 90% des personnes du même genre et du même sexe que moi. Depuis plusieurs années, j'ai vraiment essayé d'approfondir ma réflexion sur tout ce qui touche à la justice sociale. Et j'en ai vraiment marre de la façon que nous avons de la représenter au cinéma. J'en ai marre de voir des scénaristes écrire des personnages soi-disant féministes aussi stéréotypés que quand on en faisait des nunuches incapables, tout juste bonnes à servir de love interest. J'en ai marre de voir des comédies prôner le vivre ensemble en usant de clichés racistes. Il faut qu'on prenne conscience que parler d'égalité ne suffit plus. Il faut des actes. Je ne demande pas à ce qu'on arrête de traiter de ces questions. Mais ça, j'en veux plus. Je ne veux plus qu'on en parle de façon aussi inconsciente et à la place de ceux qui sont mieux placés pour défendre ces causes. Il va falloir qu'on apprenne à céder notre place, à écouter et surtout à nous taire. D'ailleurs, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vive le 7e art. Salutations. Une rafale de balles heurte ma peau.